l'économie russe, elle a pu s'appuyer sur des partenaires économiques de très grande taille et elle a pu continuer d'exporter vers, grosso modo, les 60% restants du monde, les produits qu'elle exportait auparavant. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour. Vous êtes économiste, directeur d'études à l'EHESS. Jacques Sapir, quel bilan économique peut-on dresser pour la Russie après 4 ans de guerre? Alors, du point de vue économique, pour la Russie, il y a eu des problèmes parce que quand même la vague des sanctions a été très extensive, mais elle a résolu quasiment la totalité de ses problèmes. Et aujourd'hui, ce qui est très frappant, c'est que les principaux problèmes de l'économie russe sont des problèmes qui sont causés par la Banque centrale de Russie, beaucoup plus que par les sanctions. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus la question de la politique monétaire menée par la Banque centrale de Russie, qui pose un problème à la Russie, qu'autre chose. Donc en fait, la Russie, elle a traversé cette période de manière, je dirais, assez brillante. Et les 2 années de grande croissance qu'elle a connues en 2023 et 2024 ont été quand même très importantes pour assurer la modernisation générale de l'appareil économique russe. Par contre, pour l'Ukraine, là, c'est une situation qui est dramatique. Parce que la guerre a détruit l'économie ukrainienne. Et en particulier, les bombardements que la Russie fait depuis maintenant 3 semaines, c'est-à-dire la destruction systématique du système énergétique ukrainien, donc des centrales électriques, mais surtout le système de transport, c'est-à-dire les sous-stations électriques, bon, tout ça, ça a des conséquences dramatiques. Alors on parle beaucoup, et à juste titre, des conséquences sur la population civile, qui est en train d'avoir froid, qui n'a plus de lumière, qui très souvent est dans des immeubles où il n'y a plus d'eau, parce qu'il faut des pompes électriques pour faire circuler l'eau dans des grands immeubles. Bon. Mais ce que l'on oublie, c'est que cette espèce d'effondrement du système électrique en Ukraine, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup moins de trains. Les Ukrainiens sont en train de ressortir des vieilles locomotives diesel qui datent de la période soviétique pour les remettre en état, mais ils n'en auront pas assez pour l'ensemble de leur système ferroviaire. Donc ça, c'est un premier point. Les usines ukrainiennes sont à l'arrêt. Alors, pas toutes, bien sûr. Sur certaines, le gouvernement ukrainien dirige en priorité ce qui reste d'électricité. D'autres utilisent des groupes générateurs. Mais les groupes générateurs, bon, si vous voulez, on peut faire tourner un hôpital avec un groupe générateur. Une entreprise de 1000 personnes qui est dans la sidérurgie, ça devient beaucoup plus compliqué. Bon. Donc, en réalité, on va voir que l'économie ukrainienne a pris un choc absolument terrible depuis le début de cette campagne de bombardement et que la survie économique de l'Ukraine est aujourd'hui réellement posée parce qu'en fait, les Russes ne ciblent pas que les systèmes électriques, ils ciblent aussi les systèmes de transport. Ils commencent à cibler un certain nombre de ponts. Donc oui, il va y avoir un problème quant à la capacité à l'économie ukrainienne de survivre à cela. Et ça pourrait être un des facteurs qui pourrait pousser le gouvernement ukrainien finalement à accepter de négocier avec la Russie d'ici quelques mois. Comment la Russie est-elle parvenue à contourner les sanctions économiques qui lui sont imposées? Elle est parvenue à contourner pour plusieurs raisons. Première raison, la Russie était un grand exportateur de matières premières.
sûr, le gaz et le pétrole, bon, ça tout le monde le sait, mais pas que. Les céréales, donc des matières alimentaires, en particulier en Afrique, mais il y avait aussi des minerais qu'elle exportait sur d'autres pays. Il y avait aussi les engrais. Alors on va dire, oui, les engrais, c'est fait avec du pétrole ou du gaz, naturellement. Bon, bon. Mais la Russie était aussi une grande exportatrice d'engrais. Bon, quand on est un exportateur de cette taille, premier, le deuxième, voire le troisième exportateur mondial, bon, eh bien évidemment, on trouve toujours des clients. D'autant plus que les pays qui ont décidé d'appliquer les sanctions, c'est quoi? Les pays occidentaux, les États-Unis et un petit peu le Japon. Bon. Ça fait environ 35%, 40% du PIB mondial. Mais il y a des pays qui représentent les 60% restants qui, alors qu'ils approuvent ou qu'ils n'approuvent pas la politique de la Russie. Ça, c'est un autre problème. Mais qui ont décidé que eux n'appliqueraient pas les sanctions. Par exemple, c'est ce qu'ont déclaré les dirigeants indiens dès le début de 2022. Ils ont voté contre l'intervention russe en Ukraine à l'ONU. Bon, donc on va dire oui, d'accord, ils ont d'une certaine manière condamné la Russie, mais après ils ont dit mais nous n'appliquerons aucune sanction. Et ils ont profité de la situation pour acheter massivement du pétrole russe. Aujourd'hui, les importations indiennes de pétrole russe sont 20 fois supérieures à ce qu'elles étaient avant la guerre. Donc, on a toute cette situation. Alors ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que la Russie avait établi un système d'alliance commerciale avec des partenaires importants, via les BRICS notamment, dont on ne parle pas, mais qui ont joué un rôle non négligeable. Le rôle aussi de la Chine, alors cette fois-ci directement, ce qui fait que l'économie russe, elle a pu s'appuyer sur des partenaires économiques de très grande taille, et elle a pu continuer d'exporter vers, grosso modo, les 60% restants du monde, les produits qu'elle exportait auparavant. C'est pas si étonnant que ça que l'économie russe ait pu résister aux sanctions. Le problème qui est peut-être plus intéressant à poser, c'est pourquoi, sachant que la Russie pourrait, le cas échéant, s'appuyer sur de tels partenaires commerciaux et avait une telle possibilité d'exportation générale, a-t-on cru que des sanctions prises par des pays représentant au mieux 40%, à mon avis on est plus proche de 35% de l'économie mondiale, auraient un impact déterminant sur la politique russe? C'est ça plutôt qui pose problème, si vous voulez, pour un économiste. C'est pas que la Russie, elle ait réussi à faire sans les sanctions. Ça, c'était assez prévisible. Mais, je dirais, cette espèce d'idée qu'avaient les Occidentaux qu'ils représentaient encore la majorité de l'économie mondiale, ce qui n'était déjà plus le cas en 2022, ça pose plus un problème. Et donc, je veux dire que c'est plutôt ça qui, moi, m'interpelle en tant qu'économiste. Il y a eu de l'idéologie, ça c'est sûr. Il y a eu de l'idéologie, les Russes ne peuvent rien sans nous, retirons-nous, l'économie s'effondrera. Oui, ça c'est un discours que j'ai beaucoup entendu. Et alors, qui correspondait peut-être à la situation de la Russie au début des années 2000. Si la Russie avait été confrontée à la même vague de sanctions en 2002, 2003, 2004, ça aurait eu évidemment un impact extrêmement important. Mais ce n'était plus la situation en 2022. Donc ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point qui est, eh bien, on va beaucoup parler des sanctions parce qu'on ne peut pas faire grand-chose d'autre. En réalité, les pays de l'Union européenne, les pays européens,
décide qu'il faut réagir fortement face à la décision d'intervention russe en Ukraine. Bah. Et puis ils se rendent compte très rapidement qu'ils n'en ont pas la capacité militaire. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Les sanctions vont montrer qu'on fait quelque chose. Alors, ce quelque chose sera-t-il efficace? Il y a des gens qui ont dit oui, d'autres gens qui ont dit « ouh, c'est très douteux ». Bon. Mais au moins, on aura montré qu'on faisait quelque chose, qu'on n'acceptait pas, d'une certaine manière, le geste de la politique russe. Bien. Sauf que cette politique de communication, il faut avoir le courage de le dire, c'est essentiellement une politique de communication. Oui, bien sûr, la France, l'Allemagne ont donné quelques armes à l'Ukraine. Je rappelle quand même que l'essentiel des armes, elles étaient fournies par les États-Unis. Bon. Et que depuis Donald Trump, il n'y a pratiquement plus de livraison d'armes. Mais en réalité, on était dans une politique qui était une politique de communication. Alors, même chose, une politique de communication, ça peut être nécessaire, hein, je ne dis pas le contraire. Il peut être nécessaire à un moment donné de marquer le coup et de dire non, on n'est pas d'accord avec ce que vous faites. Bien, d'accord. Mais au bout de quelques mois, la réalité revient. Et là, ce qui est plus intéressant, c'est que, c'est là où l'idéologie joue beaucoup, c'est qu'on a voulu se cramponner à cette notion de sanction, alors que, au départ, c'était purement de la politique de communication. Et alors, je passe sur le fait que toute une série de dirigeants européens en sont venus à dire « non, mais il faut même que l'Ukraine récupère la Crimée ». Évidemment que l'Ukraine n'allait jamais récupérer la Crimée. Il faut avoir un petit peu de sérieux dans son expression. Même certains dirigeants, par exemple Madame Kaja Kallas, qui est la commissaire aux affaires étrangères, elle a dit qu'il fallait diviser la Russie en plusieurs pays, de manière à ramener, à faire baisser la taille de la Russie par rapport aux pays européens. Oui, évidemment, d'un point de vue des pays baltes, hein, du point de vue de la Lettonie, de l'Estonie, de la Lituanie, 2,5 millions d'habitants au mieux, je comprends que ce ne soit pas très confortable de vivre à côté d'un pays de la taille et de la puissance et de la démographie de la Russie. Bien. Mais normalement, c'était à travers l'Union européenne que ces petits pays espéraient gérer cette question. Donc ça veut dire que l'Union européenne n'est pas suffisante. Même chose, l'OTAN était censée aussi gérer cette question. Mais ça veut donc dire que les dirigeants des pays baltes ne croyaient pas en réalité en la capacité de l'OTAN de les protéger, puisqu'ils voulaient, d'une certaine manière, dissoudre en plusieurs pays la Russie. Donc, ce type de discours, en réalité, nous en dit beaucoup plus sur la peur, et je dirais la peur existentielle dans un certain nombre de petits pays, dans la très grande difficulté de ces pays de se considérer comme des petits pays, que cela nous dit quelque chose sur une politique étrangère rationnelle. Et de ce point de vue-là, on peut se demander s'il n'y avait pas une autre stratégie. Prenez un autre petit pays. Alors, beaucoup moins sur le plan économique, mais sur le plan démographique. Singapour. Singapour, c'est quoi? C'est une cité-État, et puis il y a quelques territoires sur quelques îles. Bon. Singapour pourrait avoir peur de tous ses voisins, et parfois, non sans quelques raisons. L'Indonésie a eu des relations très compliquées avec Singapour. Même chose avec la Malaisie. Bon. Est-ce que Singapour est aujourd'hui dans une politique de frilosité, en train de trembler dans son coin? Non.
Singapour a développé un réseau d'alliances au niveau international, développé aussi des relations qui ne sont pas mauvaises avec ses voisins, que ce soit l'Indonésie ou la Malaisie, et aujourd'hui elle ne se pose plus de problèmes existentiels. Donc, en fait, je pense que la guerre depuis 2022 aurait dû être un moment, je dirais, de nouvelle appréciation de la stratégie prise par les pays baltes, leur montrant que ça serait plutôt en jouant la carte du pays intermédiaire entre l'Europe et la Russie qu'ils auraient pu développer à la fois leur économie et développer leur souveraineté. Donc, il y a aussi ce problème-là qu'il faut poser. Est-ce que la Russie a les moyens de continuer cette guerre ? L'économie russe peut rester dans ses conditions actuelles, dans sa condition actuelle pour l'année dernière, avec un taux de croissance faible. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il sera à 0,9%? Est-ce qu'il sera à 1,1, 1,2%? Honnêtement, je n'en sais rien. Il faut attendre que les chiffres soient publiés et qu'on puisse vérifier un petit peu ça. Bon. Mais elle peut rester tout à fait à ce niveau-là pour encore 4, 5, 6 ans. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas comment l'Ukraine pourra tenir au-delà de 6 à 8 mois. Donc je pense que le problème, il est beaucoup plus à ce niveau-là. Quelles que soient d'ailleurs les quantités d'argent que l'Union européenne va lui donner. Effectivement, l'Union européenne va devoir donner énormément d'argent à l'Ukraine, mais cet argent, pour que cela ait un impact, il devrait se transformer en marchandises. Marchandises civiles, marchandises d'investissement, marchandises militaires aussi. Bon. La capacité à transformer cette aide financière en une aide matérielle, elle est en réalité assez faible. Est-ce que cette aide financière accordée par les pays de l'Union européenne à Kiev a vocation à être remboursée? Et dans le cas contraire, quelles pourraient être les conséquences économiques et budgétaires pour les pays de l'UE? Le remboursement, si jamais il doit avoir lieu, il est à 40 ans, 50 ans, 60 ans. Mais c'est le cas dans toutes les guerres. Si vous voulez, dans toutes les guerres, des pays doivent s'endetter. Bien. Après-guerre, enfin, dès qu'on revient à la paix, on dit « Ah oui, mais vous nous devez de l'argent ». Et ce qu'ils disent, eh, attendez, nous on s'est battus, donc vous allez étaler notre dette sur très 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 longtemps. Bon. Donc, en réalité, il n'y aura pas de remboursement ou un remboursement uniquement partiel et dans longtemps. Après, il y a une question qui se pose. Et il faut remercier Viktor Orban, le Premier ministre de la Hongrie, au moins de l'avoir posé, parce que au moins lui, il a dit une chose intéressante. Bien, c'est, je dirais, cet emprunt qui a été réalisé par l'Union européenne. Dans les faits, il n'a pas été réalisé par l'Union européenne, mais par les pays de l'Union européenne, ce qui n'est pas exactement la même chose. Ça veut dire que l'Allemagne, la France, l'Italie sont allés sur les marchés financiers, ont emprunté, ont donné cet argent à un pot commun que l'Union européenne va après redistribuer, mais au départ, c'est moins l'Union européenne que les pays membres de l'Union européenne qui ont emprunté. Et donc, comme il ne sera pas remboursé, certainement pas dans l'immédiat, après dans 50, 60, 70 ans, ça je n'en sais rien, je ne serai plus là pour le voir par ailleurs, il faudra donc payer à court terme les créanciers et organiser au mieux un rééchelonnement de la dette ukrainienne. Tout ça, ça va coûter cher. Ça va retomber sur qui? Sur le contribuable allemand, français, italien, etc. Bien, parce qu'il n'y a pas de contribuable européen. Hein, il n'y a que des contribuables des nations qui font
l'Union européenne. Bah. Le problème, est-ce que les parlements nationaux ont voté cela? Eh bien voilà. Et c'est là où on a un vrai problème, et c'est ce que m'ont dit des responsables hongrois quand j'ai fait une visite en Hongrie au mois de novembre dernier. Ils m'ont dit, on n'est pas contre une forme d'aide financière à l'Ukraine, mais cette aide, elle sera en réalité payée par les contribuables européens. Donc, le minimum de la démocratie, c'est quand même de faire voter par le Parlement une nouvelle charge financière. Si le Parlement français votait cette charge financière, si le Parlement allemand votait cette charge financière, il n'y aurait pas de problème. La véritable question, c'est la capacité de l'Union européenne, alors en termes de Commission européenne, cette fois-ci je parle bien de la Commission, pas des pays, de la Commission européenne, d'imposer des charges financières qui seront payées non pas par la Commission européenne, qui n'existe pas en réalité, qui n'a pas les moyens, mais qui seront payées par les pays, par donc les contribuables allemands, français, italiens, etc., sans vote des parlements nationaux. C'est ça qui pose un véritable problème. Et le fait de ne pas avoir résolu ce problème avant pose une question de démocratie qui est tout à fait évidente.